Bonjour tout le monde. Donc, nous commençons donc pour les événements organisés en parallèle. Je m'appelle Wendy Mackenzie. Je travaille dans le CIVIC, qui est l'organisation centre qui sont par les conflits émergents. Je voudrais commencer par remercier les représentants permanents de, des Nations Unies. Et le PAC, c'est le Centre des conflits en conflit civique et l'American Bar Association Center for Human Rights. Je voudrais commencer par parler que vous pouvez communiquer avec les organisateurs à travers le chat de Zoom au-dessus de votre écran. Il y a l'icône de l'interprétation, que ce soit anglais ou français. Et je voudrais aussi vous proposer d'enlever la langue originale. Si vous avez des difficultés à entendre, vous pouvez toujours cliquer sur ouvrir le micro de audio original. Vous pouvez aussi soumettre des questions pour le panéliste ainsi que les questions. Et donc, lors de votre de la réunion, donc, ambassadeur Delaras, qui est donc, elle était la représentante permanente de l'Afghanistan auprès des Nations Unies. Elle a donc, lors de son leadership, elle était connue pour la protection des civils, l'inclusion des femmes et de société civile et donc le droit de l'homme. Alors, c'est pour nous un plaisir, un honneur de l'avoir ici parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, chers participants, Excellences et distingués, et c'est un plaisir pour la présentation, donc pour des émergentes sur la protection des civils pendant l'Afghanistan a l'honneur parrainer avec les Pays-Bas, PAX, le Centre for Civilians in Conflict. Et c'est un honneur pour moi de faire quelques remarques avant de donner la parole. Donc, c'est un plaisir pour nous, lors de cette réunion, d'avoir un engagement pour un pays en conflit et surtout dans le combat contre le terrorisme. L'Afghanistan comprend tout à fait ce qui est important pour s'assurer que les civils sont protégés par les menaces posées par les terroristes et non pas terroriser et la paix et créer des problèmes dans notre. C'est pour cela que nous avons adopté une approche centrée sur le droit de l'homme pour tout le travail que nous faisons, et ceci a été traduit dans la mise en œuvre dans la politique nationale sur la prévention des des casualtés. Et donc, c'était effectivement mis en place pour faire face aux menaces que les civils font face lors de ces attaques, ainsi que donc ceci a été mis en place aussi pour s'assurer au niveau de la politique, poursuivre et pour les auteurs de ces violences pour être traduits en justice. Nous avons mis en place aussi des programmes pour améliorer le cadre juridique et protéger les femmes et les enfants comme victimes de ces conflits, c'est-à-dire à mettre en place des mesures très strictes à travers nos groupes de sécurité de le recrutement, contre le recrutement des enfants dans les forces armées, et la protection et des unités de protection infantile ont été mises en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de recrutement d'enfants dans des armées ou encore dans des armes forcées et qu'ils peuvent rejoindre leur famille. Alors, beaucoup d'efforts ont été déployés qui ont été mis sur l'importance d'inclure le droit de l'homme dans le personnel de droits de l'homme sont inclus dans la planification et de la mise en œuvre des opérations militaires. Nous avons mis en place également des sections de droits de l'homme
et donc, et donc et ça veut dire ceci cherche à aider nos secteurs dans le droit, droit humanitaire, dans les droits d'enfants. Chers collègues, en dépit de tous ces efforts déployés par le gouvernement, la mort des civils continue à croître car les terroristes n'ont pas d'égard. Et donc, à travers dans l'évaluation du Conseil de sécurité mardi, les groupes continuent à utiliser les civils comme armes de protection. Or, en même temps, créer de problèmes dans l'infrastructure. Et ils ont mis en place des campagnes de terreur. Puis les fonctionnaires, les membres de société civile et, et donc le droit des défendeurs et les académies. Et donc, et dans le processus de paix. Et donc, nous avons vu comment ils ont fait ceci. Nous avons vu en horreur ce qui s'est passé. euh, et donc, et tout non-respect des droits de l'homme, d'où l'importance pour effectivement protéger ceux qui sont en danger et s'assurer de la responsabilité des auteurs de ces violences, d'où l'importance de notre engagement en tant que co-président de victimes de terrorisme pour accroître la protection des civils et donc, effectivement, pour mettre une commission conjointe pour les défendeurs des droits de l'homme, pour effectivement inclure les partenaires de société civile pour protéger ceux qui sont à risque d'attaques de terroristes. Chers collègues, alors, l'Afghanistan est convaincu que la meilleure mesure de protéger les civils, c'est à travers l'établissement d'une paix durable, d'où l'importance de notre action à faire appel à la communauté internationale, mais nous n'allons pas accepter la paix à tout prix, mais que maintenant c'est très important qu'aux talibans, doivent prendre le pas et d'arrêter toute hostilité et qui coûte en termes de vie. J'espère qu'en partageant cette expérience, va pouvoir injecter l'énergie dans le débat ainsi que l'examen des points. Je suis dans l'attente de vraiment participer et d'apprendre de cette session aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie, ambassadeur, et surtout et que les instruments qui ont été développés par l'Afghanistan sont très importants et que effectivement, avant de commencer avec le panel, je voudrais juste, qu'est-ce que ça veut dire l'atténuation des préjudices euh, causés aux civils. Mais quand nous parlons donc des atténuations des préjudices causés aux civils, ce sont donc des actes donc, pour effectivement s'adresser et pour atténuer ces préjudices causés aux civils, c'est-à-dire que la mort, les injures psychologiques et physiques, ainsi que les impacts qui sont dans la structure civile dans des opérations militaires et dans les conflits, des dommages causés par dans les conflits. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre le droit international et le droit de l'homme met en exergue l'importance de la protection des civils et l'atténuation des préjudices causés aux civils et donc de s'assurer qu'utiliser leurs influences pour donc alors nous aurons deux panel aujourd'hui. Alors, donc, d'abord, pratiques émergentes en matière d'atténuation des préjudices causés aux civils et donc évaluer les dommages et la planification
ainsi que l'assistance et les réparations ou des dommages qui ont en ligne avec le droit de l'homme et pour atténuer ces effets. Alors donc, vous êtes appelé à utiliser le dialogue, le box de dialogue, la boîte de dialogue pour envoyer vos messages. Donc, nous avons d'abord Madame Mariana Tonuti, conseillère en gouvernance, quartier général du Haut Commandement puissance alliée en Europe, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Monsieur Simon McConnell, conseiller militaire, division de l'appui aux missions de paix au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et nous avons troisième intervenant, Ouedraogo, qui est donc représentant. Alors, donc, je vais vous demander vraiment quand vous allez donc vous poser des questions dans le contexte, dans quels sont les éléments, compte tenu de la nature complexe des guerres contemporaines, en particulier les guerres urbaines, quels sont les éléments nécessaires à la mise en œuvre des politiques d'atténuation des préjudices causés aux civils et la gestion des hostilités au niveau stratégique, opérationnel et tactique? Quels sont enseignements ou bonnes pratiques peut-on tirer de l'évaluation actuelle des méthodes de l'atténuation des préjudices causés aux civils et des politiques et pratiques connexes mises en œuvre des dernières années? Et quels sont les principaux défis qui restent à surmonter et comment les mécanismes d'atténuation des préjudices existants pour évaluer afin de relever les défis? Quelles sont les exigences essentielles? Donc, je voudrais donc accorder la parole à Mariana Tonuti. Bonjour à tout le monde. Donc, je voudrais commencer pour dire que c'est une bonne occasion pour moi et c'est un honneur de faire partie de cette conversation. Pour mettre en place le paysage avant de passer aux questions, en ce qui concerne l'OTAN et la protection des civils, en 2016, l'OTAN a adopté une politique pour la protection des civils au cours du sommet de Varsovie. Ce que cela signifie, et puis aussi la protection des civiliens, inclut tous les efforts afin d'atténuer de façon efficace les préjudices causés aux populations civiles, de toutes les actions conduites par l'OTAN, mais aussi par celles conduites par d'autres acteurs. Après l'adoption de cette politique, nous avons mis en place un certain nombre d'étapes pour les faire passer du point de vue politique au niveau stratégique et politique et stratégique. La première étape était de développer un concept pour atténuer les préjudices causés aux civils, donc notamment un cadre de travail. Ce cadre de travail a été ensuite traduit dans notre dernier document, qui est voilà, c'est un exercice, un livre d'exercice. Vous pouvez le trouver en ligne sur notre site web. Tout d'abord, il suit le cadre de travail de protection des civils qui a été mis en place. Et quand je parle de ce cadre de protection des civils, je parle essentiellement la compréhension de l'environnement humain, l'accès aux besoins vitaux pour aider les civils, les employés de première ligne, le travail direct avec les gouvernements, l'exécution et la dernière partie qui est la plus importante, qui est l'atténuation des préjudices. Je sais que je suis très rapide, ici je parle de façon très, très rapide pour parler de cette protection, de ce cadre de travail, et je suis sûre qu'il y aura des questions après. Donc, j'essaie de faire le plus rapidement possible ici. Donc, pour atténuer ces préjudices, nous pensons que c'est un pilier le plus important et sur lequel l'OTAN sera à la tête. Il va mener les actions. Et deux voies sont possibles. La première, ce sont des actions ou des inactions.
pour atténuer les préjudices, et l'autre vise les autres acteurs. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un civilian harm mitigation. So it's not only simply the action conducted in a given moment, but also à un moment donné, mais aussi les effets secondaires sur le long terme, surtout des actions cinétiques, mais aussi, deuxièmement, les dilemmes auxquels nous faisons face, notamment pour l'OTAN. En appréciant les différents acteurs avec une compréhension un petit peu différente de l'atténuation des préjudices, la formation, les procédures pour aussi impliquer l'utilisation des engins explosifs improvisés, qui est une des sources principales de causes de préjudices causés aux populations civiles dans ce type de conflit. Je pense que j'ai déjà reçu un grand nombre de questions. J'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Quels sont les défis ici? Comme je l'ai dit, l'utilisation d'engins explosifs improvisés est un des éléments qui cause les préjudices les plus importants aux civils, mais aussi un mandat qui soit suffisamment fort pour permettre à une intervention militaire pour protéger les populations civiles, une compréhension importante, globale de l'environnement humain. C'est un point très important que nous devons souligner et qui doit continuer, qui doit être appliqué de façon continue. Donc, une coopération militaire qui est un élément très important et qui doit être prise en compte. On parle de coopération entre les civils et les militaires en un point donné. Et comme ça a été mentionné par son Excellence, l'utilisation du bouclier humain, qui est une pratique qui va à l'encontre de la loi internationale humanitaire et contre laquelle nous devons nous battre. Et c'est un des défis très importants auxquels nous devons faire face. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Tonetti, vous nous avez donné d'incroyables informations sur une très courte durée. Vous avez parlé d'un changement de paradigme, vous avez parlé d'un changement de perspective aussi basé sur la population civile, vous avez parlé de formation, des implications, les effets secondaires, l'utilisation des engins explosifs improvisés, mais aussi une coordination militaire. Ce sont d'excellentes recommandations qui viennent de l'OTAN. Merci beaucoup pour vos remarques. Maintenant, je voudrais passer la parole à Monsieur O'Connor des Nations Unies. La parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Je voudrais remercier une fois de plus les organisateurs pour cette invitation et je vais continuer dans la lignée des remarques qui viennent d'être données et parler de 3 activités des Nations Unies dans le contexte et notamment dans ce changement de paradigme qui a été évoqué.
l'OHCHR a un objectif qui peut dériver de deux sources différentes. Une a un mandat générique pour soutenir les États membres. Et le deuxième, mais aussi un mandat qui va se porter sur des missions spécifiques, notamment sur des opérations de maintien de la paix. Et je vais donner un exemple dans un moment. Mais ces trois domaines sur lesquels je souhaiterais me concentrer, j'en parlerai un petit peu plus tard dans les questions-réponses, mais tout cela touche les remarques qui viennent d'être évoquées au niveau des Nations Unies, mais aussi on peut en parler des forces de l'ordre des Nations Unies. On parle de mandats, d'opérations de maintien de la paix, mais aussi un grand nombre de documents, de politiques, dans le contexte de mandats de mission, avec des étapes claires pour lutter, pour atténuer de façon efficace les préjudices causés aux civils. Cela correspond aux circonstances où il y a grand risque de préjudice. Que font-elles? Tout d'abord, elles mettent en place une identification des risques, planifier une conduite afin d'atténuer les risques et atténuer les impacts, et intégrer des leçons apprises afin d'atténuer les préjudices futurs. C'est très important d'un point de vue militaire, mais aussi des composantes civiles. Dans le contexte de ce que vous avez dit, Wendy, et de ces politiques, c'est une approche qui peut être comprise grâce aux forces qui ont été apportées. Donc, il y a un grand nombre de missions qui ont été mises en place. Et c'est ce qui apporte la diligence raisonnable et de façon interne au niveau des Nations Unies. Ça s'applique aussi de façon plus générale. Donc, il s'agit de l'évaluation des risques contre la violation des civils, mais aussi l'atténuation efficace des préjudices. Évidemment, le contexte va être différent en fonction des régions, mais l'évaluation des risques est présente et doit avoir lieu, présente un certain nombre d'aspects et doit adresser les différentes circonstances, mais aussi les capacités structurelles des forces de sécurité qui peuvent être en ligne. Je sais que ce n'est pas une excellente politique, mais cette politique a été mise en place depuis une décennie déjà et a été intégrée au sein du système des Nations Unies et présente dans le système, et notamment pour les résolutions. Deux exemples. L'Union africaine en est un des exemples, mais aussi au Sahel, les forces du Sahel pour lutter. Mais Diogo va en parler un petit peu plus tard. Mais pour vous donner un aperçu, les activités du CHM dans le contexte des forces jointes et dans ce cadre de travail de conformité, même si les forces conjointes reçoivent l'aide des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce cadre de travail, a été indépendant de ce soutien et cette force a eu lieu à montrer, a mis en place des étapes, à démontrer ce cadre de travail de conformité.
Et ce qui a été fait en coordination avec les Nations Unies, c'était de travailler directement et d'offrir de l'assistance technique en mettant en place ce cadre de travail, en le faisant par le biais de différents piliers d'activité d'un point de vue opérationnel, mais aussi la sélection en ce qui concerne de la redevabilité. Encore une fois, pour vous donner un exemple, ces piliers de conformité parlent de sélection et de screening, mais aussi développement et réglementation, formation des forces de sécurité, la mise en plaquination, dans la planification des opérations. Et on en parlera un petit peu, le prochain intervenant en parlera un petit peu plus tard. Et la redevabilité dans le contexte au niveau des commandes, les différentes violations. Maintenant, une chose qu'il faut se rappeler, c'est que notre expérience a montré que l'importance du concept de notre organisation, et ce sont les activités tangibles qui sont spécialisées et mises en place pour un conflit spécifique, mais aussi la gestion des concepts, en prenant en compte leur capacité d'absorption et pour que ces opérations soient comprises dans leur contexte. Donc, il n'y a pas de risque de pouvoir interrompre de ces obligations. Alors, un autre secteur dans lequel l'atténuation avec en Afghanistan et bien d'autres forces, donc c'est donc noter les civils, que ce soit à travers leur mission, mais aussi ailleurs. C'est lister toutes ces mettre donc en ce qui concerne les morts et les et, et effectivement. Et donc c'est pour cela que nous parlons d'une importance euh, de noter et d'assurer que leur capacité est renforcée pour pouvoir mener. Et ceci était donc l'importance de l'atténuation des préjudices causés aux civils. Ce que je vais terminer de ce point de vue pour dire que c'est non seulement ce travail est pertinent au contexte de la mission, mais on a noté également qu'il y a plus de demandes pour l'analyse analytique qui vient donc d'informer les autres travaux au sein des Nations Unies. Et par exemple, dans le département de désarmement qui inclut les données ainsi que les armes utilisées dans les DDR. Alors, ces informations sont utilisées aussi pour des activités des ODD et dans la paix, ainsi que la désagression des données et dues donc à la mort, et pour pouvoir mener un suivi par, les forces de sécurité elles-mêmes, hein. Et c'est donc, c'est très, je sais qu'il y a beaucoup d'informations à prendre à ce moment-là, mais je suis prêt vraiment à partager ou même à recevoir des questions par rapport à ma présentation. Je vous remercie. Je vous remercie, c'est très important. Vous avez soulevé un certain nombre de questions qui sont très importantes
questions qui sont très importantes. Que veut dire que donc dans la politique de droits de l'homme, qui effectivement la protection des civils et les atténuations des préjudices au sein du mandat des Nations Unies, que ce soit le développement, les acteurs humanitaires, ainsi que les agents de sécurité, et c'était les atténuations des préjudices euh, causés aux civils, donc liés donc l'ordre du jour de désarmement et comment ces informations ont été utilisées pour avoir des données très importantes, ainsi que le mandat très clair par rapport et qui était donc soulevé par notre collègue de l'OTAN. Alors, donc, pour qu'on puisse aller en avant, et puis maintenant, je voudrais inviter le colonel Jean Ouedraogo, qui est le chef de la mission conjointe. Colonel Ouedraogo, c'est pour nous, c'est pour adopter et donc avoir cette atténuation, c'est d'avoir ces missions conjointes et donc pour l'acronyme LISAN. Et donc le mécanisme de suivi et ce qui a été mis en place dans plusieurs secteurs de militaires, on l'a vu en Somalie, en Afghanistan, et donc comme l'ambassadeur vient de dire, l'Ukraine. Euh, alors, sans trop tarder, je voudrais maintenant inviter le colonel Ouedraogo. Si vous pouvez nous entendre, vous pouvez donc maintenant prendre la parole. Me recevez? Ah, ok. Merci, madame. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis le colonel Jean Ouedraogo, le chef de la cellule J3 en charge des opérations au sein du PCAT, de la force conjointe du G5 Sahel. Je suis également le coordonnateur du MISAT, le MISAT qui est le mécanisme d'identification, de suivi et d'analyse des dommages causés aux civils lors des opérations de la force conjointe. Permettez-moi, avant juste de continuer, de vous transmettre les vives salutations du général Namatan Oumarou, le commandant de la force conjointe, dont le calendrier assez chargé ne lui a pas permis d'être avec vous, car il participe en ce moment à une réunion du comité défense et sécurité qui se tient présentement à Bamako. En son nom également, je voudrais vous traduire toute la reconnaissance de la force conjointe G5 Sahel pour cette invitation à ce panel. Donc, des formes de pratiques émergentes qui contribuent donc à atténuer un peu qui contribuent à une atténuation efficace des préjudices causés aux civils. Je vois que mon prédécesseur, M. Simon Mark O'Connor, a souligné l'importance du cadre de conformité. Et je voudrais, à sa suite, effectivement dire que, effectivement, c'est grâce aussi, donc, dans le cadre donc, de la mise en œuvre de ce cadre de conformité, on a pu, au niveau de la force conjointe G5 Sahel, mettre en pratique des formes émergentes qui ont donc donné des résultats assez significatifs. Il s'agit entre autres de la judiciarisation du champ de bataille de la zone d'opération de la force conjointe G5 Sahel, avec bien sûr la mise en place des unités prévôtales
dans pratiquement tous les bataillons du G5 Sahel, les 7 plus le 8e bataillon qui vient d'arriver du G5 Sahel, il y a présentement des équipes prévôtales qui sont très actives. Ensuite, je ne voudrais pas m'attarder sur la judiciarisation du champ de bataille, qui est parce que nous avons au sein de la force un conseiller police qui a beaucoup plus l'expertise dans ce domaine. Je voudrais aussi souligner qu'une autre forme de pratique émergente pour nous, c'est ce mécanisme d'identification, de suivi et d'analyse des dommages causés aux civils lors des opérations, le MISAT, dont je suis le coordonnateur. Et en effet, c'est grâce à la ferme volonté du général Namata, le commandant de la force, de placer la protection des civils au cœur des opérations menées par la force conjointe que le MISAT a véritablement vu le jour. Sa mise en place, je dirais, s'est faite progressivement, une phase décisionnelle au niveau stratégique à travers donc la résolution 2391 des Nations Unies de 2017 qui a appelé la force conjointe G5 Sahel à l'application d'un cadre réglementaire. Donc, et ce cadre réglementaire pour contribuer à respecter les droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit des réfugiés. À ce cadre réglementaire, il faut ajouter donc la politique de diligence voulue. Donc, ces deux-là qui ont constitué ce qu'on appelle le cadre de conformité. Et en partenariat, donc, en partenariat avec le Haut Commissariat, le Haut Commissariat aux droits de l'homme et civilienne in conflict, alors a débuté donc, j'allais dire, l'opérationnalisation donc du MISAT. Ils nous ont appuyés, ils nous ont conseillés, et particulièrement Civic, je salue son directeur au passage, M. Bissimois. Nous sommes pratiquement quotidiennement en contact. Voilà. Et donc, finalement, qu'est-ce qui a été fait? J'allais dire. Ce qui a été fait et qui devrait donc contribuer à la mise en œuvre du pilier 6, j'allais dire du cadre de conformité, la force conjointe G5 Sahel, ce pilier 6 qui est bien sûr relatif au suivi et rapport sur l'impact donc de la conduite des opérations sur les civils. Alors, un certain nombre d'activités ont été conduites. Il s'agit, entre autres, de la formation des formateurs, de la vulgarisation et de la formation au sein des bataillons de la force conjointe G5 Sahel dans 4 pays du G5 Sahel. Et ensuite, la mise en place de comités MISAT dans 2 niveaux d'échelon de commandement. Au niveau opératif, c'est ce que, par exemple, au niveau opératif, nous avons le poste de commandement interarmé de théâtre. Donc, le premier comité a été mis en place et qui était constitué de 7 membres
le chef des opérations comme coordinateur, un rapporteur qui est constitué donc du conseiller juridique, ensuite 5 autres membres constitués donc du J57, voilà, du conseiller communication, du J9 et du chef du centre des opérations interarmées. Ensuite, nous avons essayé donc de répliquer donc, cette structuration au niveau des 3 fuseaux qui constituent donc la zone d'opération du G5 Sahel. Le fuseau Est, voilà. Donc, le fuseau Est avec pour PC à Djamena, le fuseau Centre avec pour PC à Niamey et le fuseau Ouest avec pour PC à Nema. Donc, au niveau donc, des fuseaux, il s'agit de 4 membres. Ensuite, nous avons également, à partir donc des fuseaux, nous avons également mis en place au niveau des bataillons des représentants constitués de 3 membres. Bon, pour ne pas perdre un peu de temps, je ne rentre pas dans les détails. Si dans les questions ça revenait, je pourrais vous détailler la composition donc, de ces différents membres au niveau des fuseaux et puis au niveau des bataillons. Voilà. Donc, je dirais également que du matériel a été de collecte de données, a été donc réalisé un certain nombre de matériels donc voilà ont pu être donc réalisés, notamment des appareils photo, des ordinateurs, des radios simples. Et ce qui manque actuellement, c'est une allocation de fonds pour prendre en charge les dommages à réparer. Mais je dirais que ça ne nous empêche pas de travailler parce que dans les principes même que nous avons appris, ce mécanisme ne travaille pas forcément avec de l'argent. Parce que tout ne se résout pas forcément avec de l'argent. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que de nos jours, à travers donc notre chaîne de commandement, obligation est faite donc à tous les comités de rapporter quotidiennement sur une quelconque dommage causé aux civils. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est coordonné par le chef des opérations. Pourquoi? Parce que le chef des opérations est censé connaître tout incident qui se passe sur l'ensemble de la zone d'opération. Donc, tout de suite, eh bien, je vois que nous y reviendrons. On a mis en place, sans se rendre compte, une structure de veille sur la protection des civils. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons apprendre de cela. Je reviendrai sur les leçons apprises. Mais je dirais en résumé que ce mécanisme nous offre l'avantage d'aider à cultiver un état d'esprit orienté vers la protection des civils et de leurs biens. En effet, le MISAT travaille en amont à éviter de provoquer des dommages ou à les minimiser dans une moindre mesure, mais aussi en aval, lorsque malgré tout, ces incidents survenaient, à y remédier promptement. Abordons à présent quelques leçons apprises ou ce que j'allais aussi dire, peut-être meilleures pratiques que nous avons pu tirer de l'utilisation de ce mécanisme. J'irai assez rapidement parce que je sais que j'ai déjà pris votre temps, vous m'en excusez. Mais je voudrais dire que premièrement, ce que nous avons appris, il faut toujours anticiper pour créer et entretenir en permanence des relations, bien sûr, avec les leaders d'opinion de la zone d'opération, de façon à toujours avoir des interlocuteurs. Deuxièmement, nous pensons que les actions du MISAT
peuvent permettre d'identifier les besoins qui présentent un intérêt collectif et d'en résoudre partiellement, notamment les besoins pressants, et de constituer une base de données exploitable pour orienter les futures, soit actions civilo-militaires ou bien les actions des humanitaires. Et là, j'ai des exemples à ce sujet. Si quelqu'un souhaite avoir un approfondissement, je pourrais donner donc ces exemples-là. Mais je m'en vais au troisième point pour constater qu'il y a une forme de complémentarité entre le MISAT, notamment même la prévôté qui travaille, le MISAT et les actions civilo-militaires. Et ainsi de suite. Je peux même aligner, je peux même mettre même la communication opérationnelle. Je pourrais essayer donc d'argumenter là-dessus si vous voulez. Enfin, non, il y en a encore quelques points. Je pourrais dire également que le MISAT est un outil interpellateur qui aide non seulement le leadership que nous sommes, mais aussi la troupe à pratiquer au quotidien le droit international humanitaire et le droit international. Le MISAT aussi va nous aider, nous, en tant que leadership, à porter un intérêt particulier sur la formation de certains militaires qui assument certaines fonctions. Par exemple, je pourrais expliciter ce point aussi si une question venait là-dessus. Ensuite, je l'ai souligné, le 9e point, que le MISAT est une structure de veille, voilà, qui rapporte quotidiennement les éventuels incidents causant des dommages sur les civils. Quelques défis, cependant, nous avons, c'est lesquels? Les défis que nous avons, bien sûr, c'est d'avoir un fonds et d'avoir une certaine pérennité, voilà, pour ce fonds. Voilà. Comment l'alimenter? Voilà. Comment le pérenniser? Ça, c'est pour nous un très grand défi. Car nous savons déjà que les cotisations des États membres, donc pour soutenir la force, n'oublions pas que la force est soutenue de façon autonome au niveau des bataillons par les pays donc contributeurs. C'est assez significatif de soutenir un bataillon de 650 personnes. Voyez-vous, ça donc c'est un grand défi. Quand on veut demander encore des fonds de ce genre, ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc le fonds et sa pérennisation. Ensuite aussi, il y a aussi qu'au niveau des bataillons, pour le moment, les relèves ne sont pas harmonisées au niveau des personnels. Je m'explique. Par exemple, au niveau des postes de commandement, que ce soit au niveau du niveau opératif, au niveau du PCAT ou bien au niveau des fuseaux, c'est annuellement. Alors qu'au niveau des bataillons, certains bataillons, souvent même, ça ne vaut pas les une année. Voilà. Donc, cela signifie quoi? Qu'il faut trouver des ressources supplémentaires pour chaque fois former donc, les nouvelles équipes qui arrivent et sensibiliser donc le reste du bataillon. Je vais m'arrêter là en attendant. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Voilà. Espérant que vous aviez appris quelque chose du MISAT. Merci, madame. Merci beaucoup, colonel Ouédraogo, pour ces remarques très intéressantes, pas uniquement sur les défis, mais
pour toutes ces leçons que nous avons apprises sur vos remarques, et la plus importante c'est sur le leadership, le soutien de leadership pour l'INISA, l'importance de partenariats et au sein de ces partenariats, ces forces de sécuritaire, la force, c'est quelque chose qui doit être exploré de près, mais aussi la volonté politique, l'importance des données, l'importance de coordination militaire, mais aussi la durabilité des institutions qui vont financer. Mais dans l'intérêt de temps, nous allons passer au deuxième panel et je serai ravie d'accepter les questions à la fin. Donc, sans plus tarder, je voudrais vous présenter mes collègues, Marc Calasco. Merci beaucoup, Wendy, et ce premier panel pour ces discussions. Je voudrais aussi remercier les co-hôtes de la mission de l'Afghanistan et du Pays-Bas auprès des Nations Unies, mais aussi Civic pour coordonner cette réunion. Bonjour, je m'appelle Marc Galarasco, je suis conseiller militaire au PAX, je travaille à UNAMA et je suis co-hôte pour le podcast de protection civile, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. PACT est une organisation de maintien de la paix pour travailler dans les pays atteints de conflits, pour améliorer la sécurité des civiliens, notamment travail d'un point de vue stratégique à tout niveau, avec le maintien de la paix, mais aussi le côté militaire. Je voudrais les acteurs de sécurité ont souvent du mal à gérer les lacunes qui existent, et notamment de rémédiation, ce qui nous amène à ce deuxième panel qui va parler des considérations pour l'atténuation des préjudices causés aux civils. Je vais vous présenter le panel. Madame Brittany Benowitz, conseiller en chef, American Bar Association Center for Human, Monsieur Timothy French, conseiller général aux opérations d'appui, Comité international de la Croix-Rouge, et Monsieur Alfredo José Malarebaldo, chercheur, Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. Je vous encourage à ajouter vos questions dans les questions et réponses. Et j'invite maintenant Madame Benowitz à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. On m'apprend toujours un grand nombre d'informations dans ce type de panel. Donc, je veux parler de l'impact des civils pour ces informations. Donc, je vais utiliser le terme partenaire des opérations militaires. Ça veut dire les opérations conjointes entre différents États membres, mais aussi les États non membres. Donc, j'utilise ce terme de façon assez générale. Pour reconnaître que les États se tournent de plus en plus vers des opérations militaires, va avoir un impact très important sur les opérations militaires. Il y a un grand nombre d'aspects positifs, mais aussi un impact très important et négatif, néfaste sur les civils. Donc, les préjudices sont nombreux, malheureusement. Ce sont les acteurs qui parfois manquent de contrôle et qui n'ont pas mis en place des mécanismes de redevabilité et de responsabilisation. Dans le cas d'États non membres, cela augmente aussi les risques de préjudice causés aux civils. Lorsque des préjudices sont causés aux civils
Ce qui a aussi été découvert, c'est que le soutien étranger lors des conflits augmente et aussi la durée des hostilités et qui a un impact néfaste sur les civils. Et c'est pour ceci et pour un nombre de raisons. Très souvent, lorsque des risques, c'est difficile à résoudre les conflits et ça donne lieu aux activités criminelles sur place. Et très souvent après la fin des hostilités. Donc, ce sont en fait les conséquences néfastes qui restent dans la durée. Dans chaque instance où une partie, un sponsor rival arrive sur le terrain et crée une espèce de chaos. Donc, il s'agit ici d'essayer d'atténuer ces préjudices. Donc, on parle ici d'essayer de soutenir les partenaires. Donc, il faut effectuer une évaluation des risques. On a essayé de les passer en revue. Et en général, ils essaient d'inclure les droits de l'homme. Mais très souvent, cela n'inclut pas le type de préjudices qui ont été causés aux civils. Les analyses de comment suivre ceci et un autre mécanisme d'atténuation, et c'est d'entrer en accord pour s'assurer que les instruments et les armes ne sont pas utilisés en violation contre parce que parfois c'est très vague et nous avons trouvé que parfois il y a beaucoup plus d'impact qu'au lieu de mettre le avoir le système de suivi ou de voir les comportements généraux, hein. Mais par exemple, il y a les États qui ont dit qu'il ne faut pas exporter les armes à petit calibre d'Amérique latine. Mais il y a les autres États ici aux États-Unis, au lieu d'enlever ça, que dans le suivi, c'est pas possible de voir l'utilisation des systèmes sécuritaires dans des situations extra judiciaires. Alors, d'où l'importance de mettre l'importance sur l'analyse urgente. Quelles sont les pratiques qui vont pouvoir mener au préjudice pour empêcher les pratiques qui peuvent amener à des préjudices civils. Donc, dans le cadre de soutenir les États qui ont déjà qui créent des problèmes, qui ont des préjudices civils et donc après la formation dans la prévention de préjudices civils et même de voir comment ceci continue. Je voudrais dire que ce qui est important, que ces mesures d'atténuation n'arrivent pas à être cernées, alors l'État qui sponsorise doivent être tenus responsables. Et ceci est très clair il sera très important dans l'atténuation lors de la formation et de mettre en exergue et donc l'utilisation des audits de tierces et pour s'assurer qu'il y a la responsabilité pour le préjudice contre les civils. Et nous avons pu remarquer qu'il y avait qu'il y a des États qui continuaient
à soutenir les auteurs de ces préjudices contre les civils. Donc, il y a des ONG donc indépendantes qui font ce travail. Alors, peut-être avoir des accords avec ces ONG pour pouvoir mener les audits tierces et donc de travailler. Et donc, pour satisfaire le travail des Nations Unies que lors de leurs enquêtes, les conditions qui doivent être préalables à la vente. Au niveau international et même multilatéral, c'est que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ont toujours dépendu des questions leurs organes pour les préjudices contre les civils et ceci a mené à la disparité dans les résultats. Il y a donc des États responsables de financer des auteurs, mais il n'y a pas il y a pas un seul groupe qui ait des ressources nécessaires pour pouvoir examiner ces détails. Alors, je voudrais conclure en disant que ce sont les pratiques que nous avons identifiées pour réduire, que dans l'American Bar Association, pour réduire donc l'atténuation et la responsabilité juridique et surtout en ce qui concerne des instances où que ceux-ci vont être utilisés pour créer encore des problèmes. Alors, ce sont des pratiques, mais pour voir avec le personnel dans, dans ce domaine. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Benovitz. Alors, est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Benovitz. Je voudrais surtout vous remercier pour ne pas avoir pour avoir parlé de défis, mais de réponses réalistes aux problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Souvent, il y a des recommandations qui ne sont pas si claires. Et donc, c'est beaucoup d'appréciation que je voudrais dire. Je voudrais maintenant donc inviter Timothy French, qui est donc le conseiller général aux opérations d'appui. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je voudrais vous remercier tous les organisateurs pour nous avoir invités. Donc, le Comité international de la Croix-Rouge, hein, c'est un panel très important. J'espère que je vais pouvoir apporter un peu de valeur. Je suis très fascinée par le travail fait par Brittany, par ce groupe de travail. Je sais que Civic opère dans ces relations que nous faisons, mais c'est quelque chose que je voudrais suivre avec Brittany après. Je voudrais saisir cette occasion qu'est-ce que ça veut dire le Comité international de la Croix-Rouge? En 30 secondes, nous sommes l'organisation humanitaire impartiale neutre et nous avons un mandat international pour protéger les victimes des armes conflits et donc nous avons des délégations dans le CIRCR dans plusieurs parties du monde. Cette possibilité nous donne une perception unique de la réalité de l'attention. Alors, ceci, effectivement, ceci alimente mes remarques et surtout notre perspective par rapport aux relations de soutien. Qu'est-ce que je veux dire, les relations de soutien? Comme Brittany vient de dire, on a examiné ces relations entre les États et les États et les groupes armés et les groupes armés qui soutiennent les États. On les appelle les relations de soutien. Et donc, pour effectivement couvrir l'élan de ces relations. Alors, donc, en ce qui concerne les conflits qui existent au cours des 30 années, il y a une corrélation, d'ailleurs, une causalité directe entre les relations et la protection qui sont
mis en exergue, où les civils ou détenus sont sujets à ces relations. C'est pour cela que nous avons réfléchi après des années de travail. On appelle le document de proxy de alliance et de partenaires. Si vous allez sur le IIPP document, si maintenant les remarques vous intéressent, alors donc c'est un produit. Mais puis si je peux faire un petit résumé, en fait, le cœur de ce document, c'était pour refléter les commentaires que Brittany a dit, mais avec la couleur de la CIRC, parce qu'il y a toujours un risque lié à ces relations de soutien. Mais nous avons vu qu'avec l'identification de ces risques, il y a aussi des opportunités pour l'atténuation. Et donc, le projet dans lequel je fais partie, ainsi que les pratiques de ce document IPP, sont là pour mieux profiter de ces opportunités, pour mieux protéger. Maintenant, c'est les partenaires relations les relations partenaires militaires sont en dehors de ces sous-catégories parce que maintenant nous savons plus de ces opérations de soutien de relations parce que souvent il y a beaucoup de transparence dans des relations de partenaires militaires. Et si maintenant nous allons parler de l'aspect de causalité, et toujours, ceci vient toujours de l'espace de partenaires d'opérations militaires. Et maintenant, d'opérations de partenaires militaires, des OPM, ne sont pas les mêmes partout. Je ne vais pas aller au-delà, mais il y a 6 sous-sections que nous avons identifiées et je vais parler de 2. D'abord, la première catégorie, ce sont des formations de partenariat de formation parce que ceci inclut un programme de formation où il y a des pilotes d'un autre État viennent pour alors revenir à piloter les avions de guerre. Donc, et de conseiller et même former pour accompagner une force à un autre conflit. Ceci qui peut être considéré, il y a beaucoup de pratiques que nous voulons donc proposer pour rendre ceci beaucoup en sécurité au-delà de ce débat, mais c'est les opérations de détention partenaires où il y a 2 groupes qui, ensemble, ou 2 États, ou des groupes armés ont l'objectif donc de transférer des tenues et d'où l'importance en vue de leur fragilité et d'assurer qu'il y a donc les meilleures pratiques pour la protection et l'atténuation. Alors, au-delà de ces sous-catégories, ce que nous voudrais proposer, c'est qu'il y a 10 domaines qui sont très importants, qui sont pratiques pour soutenir les acteurs et les acteurs soutenus pour identifier les risques, les et pour avoir une meilleure atténuation pour le OPM. Donc, le EPP document sur le site, donc il y a 3 que je voudrais répéter ici, qui sont très importants dans ce sous-région et que ceci reflète la réflexion que je viens d'entendre de la part de Brittany. D'abord, c'est très important que les forces préparent eux-mêmes pour être prêts
à être dans des partenariats militaires opérations. Et comme vous le savez, il y a un certain nombre de travail qui doit être effectué pour la préparation avant d'aller aux opérations militaires. Il y a les étapes, les opérations doivent être prêtes, il y a le matériel requis et donc vous avez besoin aussi d'avoir des outils possibles pour la formation. Et donc, c'est un domaine qui sont très importants et que nous ne voyons pas toujours pris en compte par ceux qui sont prêts ou même à entrer dans ces partenariats d'opérations militaires et donc c'est d'évaluation. C'est pas seulement de mener une évaluation du partenaire, de ses capacités ou ses compétences, mais les capacités à pouvoir donc suivre leur propre opération. C'est seulement à travers une évaluation très rigoureuse que vous pouvez identifier les risques. Et puis souvent, après le suivi et l'évaluation, à travers des relations. Et parfois, il y a donc des assez légers, peut-être après tous les 6 mois, mais il y a d'autres opérations de partenaires militaires où ils ont besoin de plus de suivi et surtout en ce qui concerne ceci. Donc, la dernière partie de réponse. Et donc, l'autre question, c'était le contexte. Sur le terrain urbain, toutes les étapes, les armes, les forces armées, toutes les étapes mises en place pour empêcher un conflit ne sont autorisées, sont exacerbées en raison des différentes, en raison de ça n'est vraiment pas facile parce qu'on ne peut pas répéter suffisamment qu'il est extrêmement difficile. Il n'y a pas de réponse pratique et qui va demander énormément de diligence raisonnable. Cependant, puisqu'on essaie de parler de pratique, je vais essayer de surligner 3 domaines, tout en disant que l'évaluation de vos partenaires pour qu'ils répondent à vos obligations est clé ici. Tout d'abord, et je sais qu'on n'en a pas parlé très souvent, on n'en parle pas très souvent, c'est le rôle des formations. Et alors, soyez AHL ici, c'est une formation qui est faite en fonction des évaluations et qui va dépendre du soutien. Parfois, cette formation est faite par des forces qui soutiennent, parfois une compagnie, une entreprise de sécurité, et parfois, pour eux, ça n'a aucune évaluation de risque qui est faite au préalable. Cette formation AHL doit répondre à ces lacunes, et c'est très important ici. Mais aussi la formation pour le terrain urbain, pour les acteurs qui soutiennent et qui sont présents. Et ici, donc, il doit vraiment y avoir une formation. 2 autres points, l'intelligence, partenariat au niveau de l'intelligence. D'un point de vue urbain, où les plateformes traditionnelles ne mènent pas à au même type de clarité. Une bonne pratique ici, c'est vérifier l'intelligence de façon indépendante, les informations de façon indépendante. Inversement, si vous donnez des informations secrètes, ce n'est pas une mauvaise
une mauvaise idée de donner des informations, un cadre dans lequel travailler, parce que surtout il faut évaluer les raisons, enfin le cadre dans lequel ces informations vont être utilisées. Et puis troisièmement, les cibles, le ciblage. Quelles que soient les procédures, qu'elles soient rigoureuses ou pas, si les acteurs qui soutiennent sont absents, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Dans ce cas à présent, ici, c'est le dénominateur commun ici pour le ciblage. Il est très important qu'une fois encore, ce soit pris en compte dans l'évaluation. Bien sûr qu'il y a des États qui n'ont pas les mêmes capacités qu'un État membre plus important, qui a plus de ressources, mais ça ne veut pas dire que ce type d'arrangement ne peut pas avoir lieu avec des partenaires cinétiques. Donc ici, il s'agit d'apporter du soutien à vos partenaires s'ils n'ont pas les ressources, les capacités nécessaires. Par exemple, en armes, en informations secrètes. Donc, pour résumer ici, soutenir les relations avec les partenaires alliés, comprendre qu'il y a un risque, mais que qu'avec ces risques, il y a la possibilité d'atténuer ces risques. Partenaires militaires, il y a différentes étapes qui sont applicables. La possibilité d'agir rapidement, l'évaluation, le suivi, évaluation, et dans un contexte urbain, même si c'est extrêmement complexe, se concentrer sur des formations très spécifiques à l'environnement, le partage des informations, mais aussi le ciblage et d'offrir de l'assistance. Je crois que ça résume. Marc, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Monsieur Frank, merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour ce résumé sur les informations sur le territoire urbain et aussi l'importance des préjudices causés aux civils. Et cela nous mène à notre dernier panéliste, qui est Monsieur Alfredo José Malaret Baldo. Pour 5 minutes, il nous restera 5 minutes pour une discussion très rapide de questions-réponses, mais toutes ces informations sont extrêmement intéressantes, donc je vous passe la parole, Monsieur Baldo, allez-y. Merci Marc, j'espère que vous pouvez tous m'entendre. Je vais aller directement, nous connaissons les conséquences directes des engins explosifs improvisés sur les structures civiles. Dans les problèmes générés par ces explosifs sont énormes et impactent les vies de ces personnes. Ces conséquences sont très souvent sous-estimées. Donc, la question, c'est comment nous pouvons mesurer et documenter ces effets négatifs. Je veux essayer de mettre en place aujourd'hui un cadre préliminaire et humble pour capturer ou apprendre de façon un petit peu plus systématique comment gérer ces conséquences. Je vous invite à réfléchir et notamment sur la chaîne d'impact sur ces engins explosifs improvisés, sur différents impacts. Impact de premier niveau. Le deuxième, c'est le sur les changements humains, et le troisième, c'est le changement sur le bien-être civil en changeant les services clés. Donc, c'est une chaîne d'impact, tous les uns liés aux autres. Le deuxième et le troisième vont avoir un impact important. Et je vais vous montrer aussi la séquence et l'impact l'un sur l'autre. Et pour montrer, pour illustrer cet exemple, des dommages sur un hôpital,
va avoir des conséquences, par exemple, sur les naissances. C'est déjà un changement de service, c'est un impact. Deuxième, ça peut avoir un impact sur la mortalité maternelle, qui est un deuxième impact. Si on s'éloigne un petit peu de cet exemple, nous voulons évaluer tous ces impacts de façon académique. Mais ce qui est très important ici, dans cette discussion, c'est l'attribution. Dans ce type de recherche, nous devons évaluer la causalité et les effets plutôt que les conditions existantes. Nous voulons aussi aborder les choses de façon transparente. Par exemple, nous pouvons établir des corrélations raisonnables. D'un point de vue, nous avons aussi à notre disponibilité des statistiques pour mettre en place un cadre de travail basé sur des données, basé sur le contexte dans lequel nous travaillons. Toute information clé inclut le temps, le lieu. Cependant, pour des raisons de recherche, d'un point de vue quantitatif, il est très important de définir les paramètres de ce qui va être observé. En ce qui concerne les emplacements, il faut voir un petit peu les effets secondaires, mais aussi sur le temps. Ça doit être évalué sur la durée, par exemple, une semaine après ou un mois après que l'accident, le choc a eu lieu. Donc ici, il s'agit de faire attention au genre. Autre chose, on peut toujours revenir sur les enquêtes qui ont eu lieu précédemment, notamment lorsque nous recherchons lorsque nous nous basons sur des chiffres. Je crois que j'ai écoulé mes 4-5 minutes. J'espère que cet outil va être utilisé. J'espère que j'ai réussi à semer quelques informations pour lesquelles nous pouvons continuer de travailler, sur lesquelles, d'un point de vue politique et pratique. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Marc, pour vos commentaires et pour votre présentation. Et cette présentation me mène directement à la clôture de cette session en raison... En 30 secondes, je vais repasser la parole à chacun des panélistes. Je vais vous poser la question suivante et s'il vous plaît, vous avez 30 secondes. Il nous reste 5 minutes et vous êtes 6. Donc, cette semaine, AOAV et ANU ont sorti un rapport qui ont... Nous sommes en train d'essayer. Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut tous faire. On peut essayer de pousser nos États membres, de pousser ceci de façon très courte et de façon très rapide. Quelle action, donner une action que le Conseil de sécurité ou les acteurs de sécurité peuvent prendre pour mettre en place la sécurité sous AHL, pour mettre en place ces pratiques. Si vous pouvez nous donner une réponse, 30 questions, je vais passer la parole à l'intervenant suivant. Merci, c'est une question excellente. C'est très difficile de trouver une seule chose, de répondre avec une seule solution. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais de mon avis, je pense que
on peut travailler avec la division militaire. Ce que je voudrais, c'est une coopération plus forte ou liaison avec des devoirs mutuels entre les acteurs civils et militaires. Parce que nous avons vraiment besoin de plus de liaison. Et là, c'est très, très important, notamment lorsqu'on parle de l'utilisation d'engins explosifs improvisés dans des endroits extrêmement peuplés. Donc, c'est vraiment du travail qui doit être fait par les ONG. Je crois que je suis à la fin de ma minute. Donc, une collaboration, une coopération plus renforcée entre les civils et les militaires, entre les acteurs civils et militaires. Merci beaucoup pour votre réponse très rapide. Je pense que vous allez recevoir un grand nombre de demandes pour votre cahier de travail. Monsieur O'Connor, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais être très, très rapide. Je crois que dans le contexte du Conseil de sécurité, il existe des exemples des missions des Nations Unies. Ici, un exemple, il y en a plein d'autres, où ils donnent. Donc, c'est une inversion dans le contexte de mission. Ça doit être comment le Conseil de sécurité doit le mettre en place, mais aussi le mettre en œuvre. Mais en ce qui concerne des actions tangibles, comme je l'ai dit précédemment, notre expérience a montré que ce qui fonctionne mieux, c'est quand on approche tout ce qui offre du soutien. CHM est un concept très large et qui doit être approché d'une façon ciblée. Et une approche claire, avec des résultats clairs aussi, mais aussi dans le contexte, puisque nous travaillons tous dans le même état, une communication ininterrompue avec le Conseil de sécurité. Vous êtes encore, si vous pouvez vérifier can you votre... Can you hear me now? OK. Merci beaucoup. Je pense que l'important dans tout cela, c'est de travailler à avoir une certaine confiance avec les civils. L'argent, bien sûr, n'est pas la réponse, mais nous pensons que par rapport à l'outil innovant que nous venons de présenter, le soutenir pour que nous puissions continuer donc à le mettre en œuvre, bien sûr, par des fonds alloués conséquemment, serait une bonne chose. Je m'arrête là. Je vous remercie. Je voudrais dire que maintenant, je voudrais vous remercier tous pour ceux qui doivent rester. Donc, on a 3 panélistes. Donc, Ms. Benoit, vous avez la parole. Merci beaucoup. Pour le Conseil de sécurité doivent être là pour évaluer, pour s'assurer que les efforts transnationaux lors des préjudices des civils ne sont pas laissés de côté. Et je vous remercie vraiment de votre réponse très claire. Je voudrais donner la parole à Monsieur French. Je vous remercie, Marc. Nous ne devons pas être là donc de déclarations politiques, mais je voudrais dire que, comme on a toujours fait au sein du conflit, toutes les parties concernées que
les règlements humanitaires et les attaques contre les civils sont par le droit international et donc toute attaque doit être prise en compte pour éviter tout préjudice. Si nous avions tous suivi ces règlements, il y aura moins de préjudices contre les civils. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous donner la parole à Monsieur Baldo. Merci, Marc. Mon message est très général pour tous les acteurs prenants. Il faudrait reconnaître le travail, donc les effets sur les conflits sur l'environnement et l'impact humanitaire pour l'utilisation des engins explosifs. Je vous remercie. Je voudrais remercier les missions d'Afghanistan, de Pays-Bas et Civique et ABA et PAX pour avoir organisé cette réunion avec nous et à Wendy et à tous les panélistes. Vous avez soulevé des questions très importantes et audience pour votre participation ainsi que vos questions. Je voudrais vous dire que si vous pouvez apprendre plus sur l'atténuation des préjudices causés aux civils, donc il y aura un livre le 17 juin et donc il y a 13 cas des préjudices contre les civils et les rôles des acteurs et définit la description des atténuations des préjudices civils aux civils ainsi que la politique. Et finalement, je voudrais annoncer que Pax et Civic vont lancer le podcast de protection des civils. Et donc, il y aura des épisodes, quand est-ce que ça va apparaître et quels sont les sites. Et nous vous souhaitons les protections pod.twitter. Donc, je vous remercie et je vous souhaite tous une bonne journée.